Bien, il est 18h03 à ma montre, donc je vous propose que nous démarrions sans tarder, puisque la présentation de ce soir va être un petit peu dense. Donc, je me représente, je suis Driss Agoun, chargé de communication et d'événementiel pour la Cité de la Solidarité Internationale. C'est moi qui ai le plaisir de vous accueillir ce soir pour ce nouveau Zoom métier dédié donc au métier du fundraising et de la recherche de partenariat dans le secteur de la solidarité internationale. Cette séance vous est présentée donc par la Cité de la Solidarité Internationale, Bioforce et la Cité des métiers du Grand Genève, avec la participation exceptionnelle ce soir d'Action contre la faim et de Médecins du Monde. Nous espérons que cette séance vous sera aussi enrichissante qu'instructive et de toute façon, nous resterons à disposition pour répondre à vos questions s'il y en a, même après la séance. Sans plus tarder, donc voici le moment de la présentation des intervenants de ce soir, donc que je vais laisser se présenter les uns après les autres dans l'ordre voilà, qui apparaît à l'écran. Donc Océane, je t'en prie, c'est à toi. Merci, bonsoir à tous et bienvenue. Donc, Océane, je suis formatrice associée à Bioforce. Bioforce qui est une ONG de renforcement des capacités qui forme les humanitaires, dans le secteur humanitaire, qui forme en formation initiale les humanitaires, mais également ceux qui sont déjà sur le terrain. Donc, avec un siège à côté de Lyon et une autre structure Bioforce au Sénégal. Merci. Iris, je t'en prie. Bonjour, alors moi je suis chargée partenariat et innovation à la Cité de la Solidarité Internationale et plus spécifiquement en charge de l'incubateur de partenariat ONG Entreprises dont je vous parlerai plus en détail à la suite de la présentation. Voilà, j'ai un parcours d'abord en bureau d'études dans les pays en développement et puis j'ai fait aussi de l'accompagnement aux entrepreneurs engagés en France. Bonjour, donc moi je suis Marie-France Burton, la directrice des partenariats chez Action contre la faim, qui est une ONG française depuis un petit peu plus de 40 ans et qui a son mandat de lutte contre les causes et les conséquences de la sous-nutrition. Donc je suis chez Action contre la faim dans la direction de la communication et du développement depuis 2017 et je vous expliquerai un petit peu plus tout à l'heure mon parcours. Et bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toutes et tous, Théodore Thiebaud, je suis responsable des partenariats privés chez Médecins du Monde. Ça fait 2020 que je suis sur ce poste et un peu plus de 6 ans que je suis à Médecins du Monde. Je suis très content d'être là ce soir pour qu'on vous parle ensemble des métiers du fundraising et puis de nos pratiques et questionnements. Merci à tous les quatre de vous être présentés. Je vous propose que, donc, sans tarder, on enchaîne. Alors là, sous vos yeux, vous avez le programme qui s'affiche. Je ne vais pas m'arrêter dessus puisqu'on va lancer le déroulé tout de suite. Je rappelle à tout le monde que de toute façon, tous les inscrits recevront d'ici demain la présentation au format PDF. Donc, aucune inquiétude à avoir sur ce sujet. On peut tout de suite enchaîner donc, avec une première partie qui sera donc une présentation générale du secteur et je laisse donc la parole à Océane. Merci. Donc effectivement, on pensait important de commencer par quelques mots introductifs sur le secteur humanitaire, de quoi on parle et dans quel cadre vont se mettre en place ces recherches de financement et ces partenariats. Donc, ce qui est important à noter, c'est que c'est un secteur qui, ces dernières années, s'est vraiment professionnalisé, là où on agissait un petit peu de manière artisanale, de plus en plus, on a dû se professionnaliser et donc ça se matérialise par notamment une offre de formation très, très spécifique au métier de l'humanitaire et puis également une grande multiplicité des acteurs et des actions sur le terrain qui font qu'on va devoir avoir des profils de postes de plus en plus précis et des nouveaux métiers aussi qui sont apparus pour répondre à ces besoins du secteur. Donc, beaucoup d'acteurs, beaucoup d'ONG, de structures différentes sur le terrain depuis plusieurs années, des types de programmes aussi de plus en plus variés et une complexité accrue des terrains d'intervention.
et notamment de plus en plus d'exigences au niveau de la qualité et de la transparence des programmes humanitaires. D'où vient l'argent, comment il est utilisé. On parle aussi de redevabilité, je pense que c'est une notion qu'on évoquera pendant la présentation. Et donc des nouveaux métiers qui apparaissent, dont font partie finalement les métiers de la recherche de fonds et des partenariats. Parce que multiplication des acteurs veut dire aussi concurrence, besoin d'aller rechercher des financements, de diversifier les sources de financement. Et puis, des passerelles de plus en plus grandes aussi entre les ONG, le secteur des entreprises. Peut-être vous avez déjà entendu parler de la responsabilité sociale des entreprises, de l'économie sociale et solidaire. Donc, il y a des ponts qui se font entre ces deux secteurs. Et donc, des ressources humaines qui viennent de l'entreprise et qui rejoignent ces services et inversement. Donc, ça nous donne un recrutement donc, de plus en plus exigeant, on va en parler, et puis des métiers qui se diversifient. Donc, pour aussi savoir un peu de quoi on parle, on vous a remis l'organigramme des... Comment se passe une mission sur le terrain. Alors, c'est un schéma type, hein, les termes peuvent varier, peut-être vous l'avez déjà constaté. Le chef de mission, ça peut être le délégué, le directeur pays, le coordinateur général. Vous avez des intitulés qui varient selon les structures. Mais en gros, sur les grosses missions, on peut retrouver une organisation avec une capitale où va se trouver finalement le siège des programmes, et puis une répartition ensuite sur des bases ou dans des zones géographiques différentes. Ce n'est pas le cas de toutes les missions, mais voilà, c'est un organigramme possible. Et donc voilà un peu les postes sur le terrain, avec plutôt des postes de coordination en capitale qui vont donc coordonner les différents postes sur les bases, au niveau administratif et financier, au niveau des ressources humaines, un coordinateur logistique, référent sécurité qu'on peut trouver sur certaines missions, pas sur toutes, selon les contextes, des coordinateurs de projets ou de programmes ou coordinateurs techniques selon les intitulés. Et on peut retrouver aussi le suivi, coordinateur suivi évaluation. D'ailleurs, on a consacré un Zoom métier récemment à ce sujet que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et donc, sur ces missions de terrain, on va aussi avoir des personnes qui contribuent à la recherche de financement. Donc, ça peut être le coordinateur directement, qui a aussi pour mission une veille, de voir s'il y a des sources de financement possibles. Vous avez peut-être aussi croisé l'intitulé du Grant Officer ou du Funding Officer, c'est souvent mentionné en anglais, donc qui va être aussi en charge de la gestion des échéances avec les bailleurs, de la communication, qui va être aussi en lien avec le suivi ou la recherche de financement. Donc voilà en gros pour la mission sur le terrain. Si vous avez des questions, notez-les pour tout à l'heure. Et puis au siège, donc, qui, par exemple, pour les ONG françaises, va être basé en France, comme pour Médecins du Monde ou Action contre la faim. On va retrouver finalement un petit peu les services d'une entreprise, et d'où aussi les passerelles qui sont possibles de plus en plus. Vous allez avoir un service finance, comptabilité, un service ressources humaines, logistique et informatique, et puis donc un service qui peut être intitulé communication et développement. C'est, je crois, le cas pour Médecins du Monde et Action contre la faim ce soir, qui va englober du coup la communication et la recherche de financement et de nouveaux partenariats. Et donc, vous avez donc ces fonctions-là qui finalement peuvent être transposables d'un autre secteur. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément issu de l'humanitaire pour travailler dans ces services. Par contre, vous avez le service mission ou la direction des opérations ou direction des opérations internationales, où là, vous allez avoir des personnes qui, au contraire, sont plutôt aguerries du terrain, ont fait plusieurs missions de terrain et accompagnent, supervisent, coordonnent les coordinateurs sur le terrain.
Donc voilà un petit peu pour vous dresser le portrait de ce secteur de la solidarité internationale. Alors, quelles sont les compétences qui vont être attendues par les ONG et notamment pour les métiers qui nous intéressent ce soir? Donc, l'idée, c'est d'être directement opérationnel sur le terrain, c'est-à-dire d'arriver sur place, oui, surtout pour les missions sur place, avec des compétences qu'on a pu acquérir dans un secteur autre que la solidarité internationale. Mais voilà, venir avec des compétences, avec un cœur de métier. Donc, par exemple, ce qui va nous intéresser ce soir, ça va tourner autour de la gestion budgétaire, de la communication, du marketing, même si c'est presque un gros mot dans notre secteur, mais les compétences vont être assez proches. Je crois que les collègues en parleront tout à l'heure. Des compétences qui peuvent avoir été développées en entreprise. Tout ce qui va être aussi compétences plus transversales ou ce qu'on appelle le savoir-être, les compétences relationnelles et sociales. Donc pour le transversal, tout ce qui a trait au reporting, à la capacité de synthèse, des capacités de négociation aussi pour nouer des partenariats. Ça va être des compétences intéressantes. L'animation des partenariats. Également la pédagogie autour de comment ça va fonctionner. Ça aussi, Marie-France et Théodore pourront vous en parler. La pédagogie auprès des partenaires, mais aussi en interne pour trouver sa place en tant que chargé de recherche de fonds ou de partenariat. Et puis voilà, en termes d'autres compétences, généralement dans notre secteur, l'appétence pour l'interculturalité, c'est un basique, que ça s'exprime par des missions à l'international ou par des loisirs en lien avec l'interculturalité. Ça peut être tout à fait développé en France aussi. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez important. Et l'anglais, qui reste quand même une langue incontournable dans notre secteur, y compris pour des missions francophones et y compris pour travailler au siège. Voilà, quelques éléments et ces compétences vont être plus illustrées et développées par nos intervenants qui sont réellement dans le métier. Et donc, peut-être vous questionnez sur justement comment acquérir ces compétences. Est-ce qu'il y a un parcours type si je vise ces métiers-là autour de la recherche de financement? Est-ce qu'il y a un parcours type ou une voie royale? Peut-être des formations spécifiques? Est-ce qu'il vaut mieux faire du terrain? Est-ce qu'il vaut mieux venir de l'entreprise? Et donc, la réponse est plutôt que tous les parcours peuvent mener finalement à ces métiers, sous réserve de développer justement les compétences nécessaires, mais qu'il n'y a pas vraiment de parcours type, qu'on peut développer ses compétences d'abord à l'international et puis revenir au siège, d'abord en entreprise et ensuite en ONG ou inversement. Également, le bénévolat de compétences peut être une porte d'entrée en cas de reconversion pour commencer à aller vers ce secteur. Et donc voilà, il y a différents parcours et puis le mieux, c'est de laisser la parole. Justement, on a la chance ce soir d'avoir deux intervenants qui exercent ces métiers-là et peut-être savoir un petit peu quel chemin ils ont entrepris pour en arriver là aujourd'hui à ces postes à responsabilité. Bon, je commence. Très bien, Marie-France. Allez. Merci déjà pour cette présentation et l'organisation de ce webinaire et ravie de partager avec vous mon parcours et puis ce que je fais chez Action contre la faim dans les partenariats. Donc en fait, si je reviens un peu sur ma formation, il y a déjà pas mal d'années, ça commence à dater. En fait, moi je viens, alors pas du tout du secteur humanitaire au départ, j'ai pas du tout suivi une formation pour aller dans l'associatif. En fait, j'ai eu une formation plutôt dans la communication.
Donc, j'ai un master en marketing relationnel et communication. Donc, vraiment une ambition de parcours professionnel plutôt dans les métiers de la communication. Et donc, j'ai travaillé ensuite pendant près de 15 ans dans des agences de communication, donc des petites et surtout beaucoup de grandes agences, donc pour des grands comptes, et donc dans une approche plutôt une équipe commerciale avec des activités qui étaient plutôt autour de soit de la production, de la communication, des outils de communication, et ensuite sur le conseil et l'accompagnement en fait des clients sur leur stratégie de communication. Donc j'étais plutôt, on va dire, dans les coulisses de l'entreprise, dans la manière dont elle travaille pour développer ses activités lucratives. Donc c'est extrêmement intéressant comme parcours pour comprendre comment ça fonctionne au sein de l'entreprise, notamment dans les multinationales. Et puis ensuite, j'ai souhaité faire un virage important, en fait, puisque je m'intéressais beaucoup au développement durable et à la RSE. Et donc j'ai voulu me rapprocher d'acteurs qui étaient beaucoup plus engagés sur ce sujet social ou environnemental. Et donc, je suis ensuite arrivée à un poste au partenariat, responsable de partenariat à la Croix-Rouge française, où j'ai passé 8 ans sur les partenariats entreprises, qui m'a permis à la fois de connaître le monde associatif et l'humanitaire, et donc la variété, la richesse des missions et des activités qu'on pouvait mener, et puis de pouvoir jouer ce rôle en fait de passerelle, en fait, de pont, moi je trouve, entre les entreprises et les acteurs associatifs. Et je trouve que ce rôle, il est vraiment à la frontière des deux, en fait, cette mission de partenariat entreprise. Voilà. Et après ces 8 ans à la Croix-Rouge, je suis depuis 5 ans en fait chez Action contre la faim, où j'ai pris la direction des partenariats, donc entreprises et fondations. Voilà, toujours dans ce même objectif de continuer à construire ce pont, à le renforcer, à essayer de créer davantage de passerelles pour qu'on se comprenne mieux entre le privé et l'associatif, et qu'on co-construise ensemble des réponses. Parce que les défis auxquels on fait face, ils nous concernent tous. Il n'y a pas de question d'associatif ou de privé. Je pense que les défis de la planète, ils nous concernent tous. Voilà. Donc, si je fais un parcours rapide voilà, de ce que j'ai fait ces dernières années. Théodore, du coup, je te passe. Merci Marie-France. Je prends le relais et en plus, j'espère que ça sera intéressant parce qu'on n'a pas le même parcours alors qu'on fait des métiers sensiblement identiques. Donc, moi, j'ai commencé par une formation très classique, un BTS en alternance, et après, j'ai été à l'IFED Aquitaine, qui est un ancien Bioforce qui est du côté de Bordeaux, pour apprendre le métier de coordinateur de programme. J'ai fait ça, j'ai travaillé dans des associations en France, au Maroc. Ensuite, j'ai fait un master 2 d'affaires internationales à la faculté de Paris 1. Et c'était plus pour chercher à avoir un diplôme de master 2 que par un réel attrait pour reprendre mes études. Et à ce moment-là, j'ai continué de travailler dans des ONG, donc en France, en Haïti, au Cambodge, donc toujours sur des métiers de coordination, en Irak aussi. Et ce qui était intéressant, c'est que au fil de ces années-là, la question du financement, elle est centrale, et en fait, elle est quotidienne. On ne fait pas de projet. On fait pas de projet sans financement. Et à un moment, on m'a proposé un poste pour travailler sur les partenariats. C'était à la chaîne de l'espoir. Et donc, ah zut, je crois qu'il y a quelqu'un qui ne nous entend pas, mais j'ai l'impression que les autres entendent. Je suis désolé pour cette personne. J'espère que Driss, tu pourras faire quelque chose. Je vais essayer de faire ce que je peux. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, j'avais envie de monter une association. Et je me suis dit, quand je vais monter une association, la question centrale que j'aurai, c'est de pouvoir trouver des financements. Donc, j'ai accepté ce poste pour travailler sur les partenariats. Et j'ai appris plein de choses parce que ça a été un plus grand focus. Et donc, j'ai monté cette association. Ça m'a permis de trouver des fonds. Et j'ai continué de travailler dans les partenariats. Et donc, avant ce poste-là, j'étais déjà chez Médecins du Monde, mais sur les partenariats publics. Et maintenant, je suis responsable des partenariats privés.
entreprises, fondations et fonds de dotation. Voilà pour le parcours. Merci Théodore, merci à vous deux d'être revenus sur vos parcours et de vous être présentés aux spectateurs. Du coup, je vous propose qu'on enchaîne avec donc, une deuxième partie de la présentation qui va plutôt être dédiée donc, à la présentation du partenariat de co-construction ONG Entreprise. Là, je vais laisser la parole à Iris Vidon, donc, chargée de mission sur Coexiste, et qui doit vous en dire plus sur ce sujet. Donc, rebonsoir à tous. Donc, effectivement, le but, c'est de faire un petit élément de contextualisation sur ce qu'on entend par partenariat ONG entreprise, parce qu'en fait, il y a une palette très large de partenariats. Ça peut aller du simple dialogue à la co-création assez aboutie de projets entre ONG et entreprises. Et bien sûr, il y a un différentiel. On est entre le dialogue, en passant par le mécénat, la prestation, puis finalement la co-construction. On a une implication, une imbrication des partenaires qui est de plus en plus importante sur cet éventail de modalités de partenariat. Donc, dans la suite de la présentation, vous allez principalement entendre parler de mécénat, mais voilà, le but, c'était de vous montrer que le mécénat, effectivement, c'est la modalité de partenariat qui est la plus courante, aussi parce que c'est la plus simple, la moins chronophage. Les partenariats de co-construction, ça demande de bien se connaître entre partenaires, de se faire confiance, de construire une relation sur le long terme. Le mécénat, c'est de plus en plus une porte d'entrée en fait vers les modalités de partenariat plus innovantes et intégrées. Et donc l'objet aussi de cette petite intro contextualisante, c'est de vous indiquer que les besoins en termes de formation et de profil de personnes, c'est également des personnes qui sont formées sur ces sujets-là, de la relation ONG-entreprise et la construction de partenariats plus intégrés où on valorise les expertises et les compétences d'une part et d'autre, où vraiment on est sur du partenariat gagnant-gagnant et pas uniquement sur des compétences en termes de recherche de fonds et de mécénat financier. Voilà, merci Brice pour le nouveau slide. Et du coup, juste très rapidement, pourquoi je vous présente ça aujourd'hui, c'est parce que moi je suis en charge donc, de Coexiste, comme je disais en introduction, qui est un incubateur qui vise à justement accompagner les partenariats ONG entreprises. Comme je disais, la dynamique elle est pas simple, et donc le fait d'avoir un tiers de confiance et puis des outils pour faciliter cette mise en relation entre les ONG et les entreprises fait que on a créé Coexiste à la Cité de la Solidarité Internationale. Donc c'est un incubateur qui vise à favoriser les partenariats vraiment de co-construction. Là, on est sur les partenariats les plus aboutis entre les ONG et les entreprises, et dans le cadre de projets de solidarité internationale dans 4 domaines qui sont les domaines de la santé, de l'énergie, de l'agré-agro et de l'eau-assainissement. Voilà, je fais très court. Si jamais vous avez d'autres questions, vous n'hésiterez pas à prendre contact avec moi. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, avec mon micro, c'est mieux. Merci beaucoup, Iris, pour cette présentation. Je propose donc qu'on enchaîne donc, sur la suite, donc avec quelques données qu'on va vous présenter sur le mécénat. Alors, je vais tout de suite laisser la parole à Marie-France et Théodore. Théodore, Marie-France. Merci Driss. On va prendre le relais à 2 voix et on va faire en sorte que ça soit bien audible. Tiens, je vais commenter la partie gauche. Et puis, si ça te va, je te laisse la partie droite. Donc, on voit que finalement, l'engagement d'entreprise, il se développe à travers à la fois le montant qui est donné au global, mais aussi par le nombre d'entreprises qui donnent, parce qu'en l'espace de 10 ans, c'est presque 1 fois 4. Et en plus, on a pu voir qu'il y a certaines crises qui, malgré le fait qu'elles affectent grandement l'économie, alors là, on est sur une slide qui est sur
le mécénat en France, hein, donc d'entreprises et de fondations françaises. On a pu voir donc, pendant la crise du Covid, mais aussi plus récemment sur le conflit en Ukraine qui est donc en Europe et qui a plus sensibilisé des entreprises françaises que lors de conflits extérieurs à l'Europe. Je pense que les chiffres et la trajectoire va continuer de se confirmer. Donc avec aujourd'hui plus de 100 000 entreprises qui donnent pour un résultat de 2,1 milliards d'euros. Donc là, c'est les chiffres de 2019 avec un peu plus de 100 000 entreprises. Si ça te va, Marie-France, je te laisse commenter le camembert pour voir un peu quelles sont les entreprises qui donnent. Oui, alors dans cette photographie du mécénat, qui est un marché qui est en croissance en fait depuis pas mal d'années, comme on le voit, donc il y a encore du potentiel et enfin surtout aujourd'hui en France, ça représente 9% des entreprises finalement qui font du mécénat, donc on peut dire qu'on a encore de la marge pour faire grandir le mécénat. Tout le monde n'est pas encore engagé, parfois c'est pas suffisamment connu, donc il y a quand même tout un enjeu aussi de faire connaître le mécénat. Et si on regarde un petit peu plus en détail ce que ça donne déjà sur cette réalité, sur les chiffres de 2018, ce qui est important de savoir, c'est qu'en termes de volume, ce sont surtout les TPE et les PME, donc les plus petites entreprises en fait, qui font du mécénat. Elles sont en fait à 96% les entreprises qui font du mécénat. Donc on parle souvent des grandes entreprises, on se dit qu'il faut approcher les grosses entreprises pour avoir des dons. En fait, les plus petites sont aussi les plus engagées, en tous les cas en termes de volume. Maintenant, si on regarde en termes de valeur et aussi qui donne en financier, c'est vrai que les volumes financiers des grandes entreprises sont beaucoup plus importants et ce sont surtout les grosses entreprises qui donnent le plus. Donc, le volume financier sur les 2 milliards, on a 23% qui vient des TPE et PME et donc 76% qui vient des ETI et des grandes entreprises. Donc, on a à la fois un champ en volume extrêmement important sur les plus petites et en même temps, en valeur, évidemment, les plus grosses, même si elles sont moins nombreuses, qui contribuent le plus à ces 2 milliards. Ce qui est intéressant, c'est aussi d'avoir des repères financiers pour se dire, quand je m'adresse à une entreprise, si par exemple c'est une PME, si elle a un engagement financier à hauteur de 5 000 euros, déjà on s'aperçoit qu'elle est au-dessus du don médian de ce qu'on peut observer en France. Donc ça donne des repères, donc on va de 800 euros à près de 850 000 euros en fait, pour les grandes entreprises. Donc ça donne aussi une idée du potentiel de dons par entreprise selon sa taille pour aussi se dire, voilà, est-ce que l'entreprise avec laquelle je travaille, on est plutôt au-dessus ou en dessous. Donc, ce sont des données assez intéressantes, je trouve, dans ce baromètre de l'ANMICAL. Théodore, je te laisse prendre la suite. Oui, en plus, je vais essayer de compléter par rapport à ce que tu disais, mais c'est vrai que voilà, faut avoir en tête aussi que forcément, il y a moins de grandes entreprises que de petites entreprises. Et voilà, faut prendre en considération aussi le fait que forcément, les grandes entreprises ont plus de visibilité et vont être plus sollicitées. C'est aussi à prendre en compte. Là, on voit justement des grandes entreprises. Donc, il y a EDF, donc EDF Électricité de France, Engie, Natixis, AXA, Yves Rocher. Donc, on a du domaine énergétique, on a du domaine bancaire, on a du domaine banque et assurance, et puis aussi tout ce qui est produits de beauté. On n'est pas forcément dans le luxe, on est un peu aux portes, on va dire. C'est aussi intéressant de voir que dans ces entreprises, il y en a qui vont avoir fait des choix de construire, enfin, avoir des logiques de fondation, et il y en a qui ne vont pas forcément le faire, et il y en a qui vont pouvoir financer des projets d'association à travers et ou la fondation et ou directement l'entreprise. Et en tout cas, ce qui est intéressant là, je pense, sur ces entreprises, c'est par exemple de prendre l'exemple de Natixis. Natixis, c'est un groupe, enfin fait partie d'un groupe
qui fait partie du groupe BPCE, donc c'est Banque Populaire Caisse d'Épargne. Donc, c'est beaucoup de banques. Il y a le crédit coopératif, et au sein d'un groupe, c'est aussi intéressant quand on s'intéresse à une entreprise de pouvoir aller chercher un peu quelles sont les alliances. Peut-être que, par exemple, Natixis ne peut pas financer ce qu'on fait, mais qu'il est possible qu'il y ait une mise en relation directe avec un des membres du groupe qui serait peut-être plus enclin à pouvoir travailler notre stratégie. Ça peut être le Crédit Coopératif, par exemple, qui est une banque qui est dans une démarche très solidaire et de manière coopérative à financer aussi des associations. Ça peut être à travers, pourquoi pas, la Banque Populaire ou la Caisse d'Épargne de votre région. Et en tout cas, juste pour compléter, avant de te laisser parler des fondations, beaucoup d'entreprises en France vont être tournées sur leur territoire et surtout, elles vont avoir des instances plus ou moins figées, des instances régionales. Donc, souvent avec les entreprises, il y a plusieurs manières de les solliciter. Il y a la manière dont on sollicite l'entreprise au niveau national, mais par exemple, EDF, ils vont avoir beaucoup d'instances de décision sur du mécénat au niveau régional. Donc, il faut rencontrer la personne qui porte ça sur le territoire du nord de la France, la personne qui porte ça sur le territoire corse ou autre. Et par contre, quand on est sur l'échelon international, c'est plutôt avec le siège qu'on va discuter avec eux. Natixis, si je prends l'exemple de banque, par exemple le Crédit Agricole ou les caisses d'épargne, à chaque fois, il va y avoir la possibilité de dialoguer avec l'entreprise au niveau national ou sinon au niveau régional. Et ils auront aussi des possibilités de financement dans les deux cas. Forcément, au niveau national, ça peut être plus gros. Et puis parfois, ça sera qu'au niveau régional que ça sera possible. Oui, alors concernant les fondations, alors c'est vrai, ce qui est intéressant entre la structure à laquelle on s'adresse pour des fonds, entre les entreprises et les fondations, on peut avoir des approches extrêmement différentes en termes de partenariat. Alors ça ne tient pas forcément qu'au statut entreprise ou fondation, mais c'est quand même assez marqué par ce type par la structure, notamment les fondations. Alors les fondations et fonds de dotation, en fait, elles sont en croissance en nombre aussi en France, donc il y a cette volonté aussi d'avoir un espace, un lieu spécifique en fait pour les actions de mécénat de l'entreprise et pour la mobilisation souvent aussi des collaborateurs qui sont portés par les fondations. La fondation, généralement, elle est orientée sur des thématiques, sur des activités qu'elle souhaite financer, qu'elle souhaite porter pour son entreprise, souvent en lien avec le cœur de métier de l'entreprise, et se dire, voilà, comment ma fondation va permettre de répondre à des besoins sociaux, environnementaux, et donc il y a une dotation qui est donnée pour une durée, en fait, qui permet de financer des projets. Donc il y a souvent un process assez classique d'appel à projet, accessible souvent sur les sites internet de chacune des fondations, avec des personnes dédiées, souvent pas assez nombreuses au sein des fondations pour tout traiter, une ou deux personnes pour traiter 800 demandes d'appel à projet, de réponses d'appel à projet, c'est compliqué. Donc, en fait, il faut aussi avoir conscience que voilà, elles peuvent être très sollicitées, parfois pas forcément avec les ressources humaines adaptées pour pouvoir répondre à tous de manière appropriée. Mais en tous les cas, il y a ce cœur d'orientation par rapport à une thématique. Et si une fondation, que ce soit Mérieux, Mazars ou Orange ou d'autres fondations, elles ont souvent un cœur de thématique. Et si vous souhaitez, par exemple, financer des activités sur la santé, eh bien, c'est bien de regarder quelles sont les fondations qui sont positionnées. Donc, la dotation, elle permet assez rapidement de voir si ça peut répondre aux besoins. Et puis surtout, ce qui est important dans les fondations, c'est aussi de repérer leurs conditions de financement. Les conditions peuvent être assez variables. Quand sont versés les fonds, quelles sont les conditions de reporting, voilà, donc ce sont aussi ça peut être des contraintes aussi parfois pour les acteurs et les porteurs de projets. Donc il y a des fondations en France, mais il y a aussi évidemment des fondations à l'étranger. D'ailleurs, les dotations et les montants sont souvent assez volumineux par rapport à ce qu'on peut retrouver en France, notamment sur le territoire américain, ou là, celles qui sont mentionnées. Voilà, on peut se retrouver avec des montants de fondation, des dotations extrêmement importantes. Ce qui est important, c'est aussi de regarder le nombre de projets qu'elles financent. Alors, sans faire, je divise par le nombre de projets la dotation annuelle, parce que ce n'est pas forcément exactement ça, mais ça peut donner une indication.
Voilà, ça peut donner une indication aussi du volume attendu. Si vous cherchez 100 000 euros et que vous vous retrouvez avec un don moyen à 5 000 euros, bon, ça va être peut-être plus compliqué, à moins que ça soit quelque chose d'exceptionnel. Mais en tous les cas, c'est complémentaire et l'entreprise, elle a des approches différentes, elle a des attentes différentes et des fonctionnements différents. Mais pour moi, c'est complémentaire d'avoir les deux. Voilà. Super, merci à tous les deux. Je vous propose que du coup, on enchaîne avec la 4e partie de la présentation, qui sera donc voilà, dédiée au partenariat entreprise et fondation, vraiment la rentrée dans l'approche de ces partenariats. Donc, là encore, Théodore, je vois que ton micro est actif, je te laisse la parole. Bon, on va le faire, à deux voix. Oui, alors développer sa stratégie, il y a forcément plusieurs questions à se poser. Moi, je vous le disais, en ayant commencé dans les projets, la question des financements, elle est centrale. Soit on est dans une structure qui peut au départ mettre des fonds propres pour initier un projet, soit ce n'est pas possible et la plupart du temps, ça ne pourrait être qu'une partie de toute façon de fonds propres. Donc le développement d'une stratégie de recherche de fonds, de recherche de partenaires, il est presque égal en temporalité dans le même temps que le moment où on décide de lancer une mission exploratoire. Nous, par exemple, chez Médecins du Monde, quand il y a une mission exploratoire, il y a déjà dans le compte-rendu de la mission des pistes de financement qui doivent être évoquées. On sait que la plupart du temps, on ne peut pas faire 2 projets sans financement. Donc, le développement d'une stratégie, il est forcément essentiel. Comme le disait tout à l'heure Marie-France, on a quand même il y a beaucoup d'acteurs, donc il faut essayer de trouver ceux qui peuvent correspondre à ce qu'on souhaite financer. Si on est sur un financement de projet, on va chercher à voir qui peut être intéressé pour financer ce projet. Donc, on peut regarder par zone géographique. Tiens, le projet est dans tel territoire ou dans tel pays. Est-ce qu'il y a des groupes qui sont intéressés? Est-ce qu'il y a des fondations qui ont des focus là-dessus? Sur quelle thématique est le projet? Donc, on essaye de faire combiner aussi ça. On essaye de voir ce que les autres porteurs de projets associatifs ont comme financement là-dessus. Ça fait partie aussi du jeu que de voir, tiens, une ONG un peu similaire à celle dans laquelle je m'investis mène des projets un peu identiques dans des régions, soit dans la même région, soit dans des régions autres, mais ça peut aussi me donner des idées. Et puis après, il y a un nombre malheureusement un peu trop important d'outils pour recenser les appels à projets, sachant que jusqu'ici, je crois qu'on n'a pas trouvé l'outil magique qui permet de recenser de manière efficace toutes les opportunités de financement. Donc, il faut savoir que chez nous, c'est quelque chose qui est partagé par plusieurs équipes. C'est-à-dire que nous, au financement privé, enfin sur la casquette partenariat privé chez Médecins du Monde, on regarde, on essaye de recenser des opportunités, mais il y a aussi une partie terrain qui est importante dans les responsabilités des chefs de mission, dans les responsabilités des responsables de desk. Il y a aussi une veille qui est à faire et en général, c'est que comme ça qu'on peut garantir le fait d'essayer d'avoir une toile la plus grande possible et sans trou. Et donc, moi, vu que j'ai fait la partie un peu sur les prospects, je peux te laisser sur la partie fidélisation, Marie-France, qui est aussi une partie très importante, parce que sauf si vous êtes dans une toute nouvelle structure, et puis après, quand on est dans une toute nouvelle structure, on a peut-être aussi un peu de réseau, mais en général, quand on travaille dans une ONG, il y a déjà des partenaires et la fidélisation, c'est quelque chose là aussi d'essentiel.
Oui, c'est un peu le point de départ, effectivement, en arrivant dans l'organisation, de regarder quels sont déjà les partenaires existants, de faire un petit état des lieux, de regarder voilà, quels sont ces partenaires, depuis combien de temps ils sont aux côtés de l'organisation, quels sont les profils de ces partenaires, est-ce qu'ils sont engagés en fait, voilà, de manière récurrente avec toutes leurs parties prenantes, ou est-ce que c'est un don ponctuel et en fait où la relation est pas forcément régulière. Donc, en fait, ce qui est important, c'est de reprendre le contact si le contact n'a pas été pris récemment, de s'assurer que l'organisation a bien partagé en fait, les contenus appropriés aussi sur ses activités. Si une entreprise finance, je ne sais pas, régulièrement des activités d'urgence dans un pays, voilà, est-ce qu'on lui a partagé nos activités, nos contenus en fait, sur ce qu'on fait sur le terrain, sur cette mission. Donc, en fait, ce qui est important, c'est voilà, de bien recenser ses partenaires, de les rencontrer, de garder le contact avec eux toute l'année, d'avoir un plan de fidélisation et d'animation, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais quand, avec quel contenu et pourquoi. Donc, ça prend en compte bien sûr des bilans annuels de partenariat, d'identifier ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et puis surtout, l'organisme a souvent des choses nouvelles à partager, mais l'entreprise, il y a souvent aussi beaucoup de choses qui évoluent, qui changent au sein de l'entreprise. Donc, c'est important de prendre en compte tous ces mouvements, surtout dans le contexte actuel où le monde change très vite, où après le Covid et les crises qu'on connaît, il peut se passer beaucoup de choses dans une entreprise. Il peut y avoir des changements de direction, des changements de présidence qui font que le partenariat peut être aussi revu, remis en cause aussi. Donc, c'est important de comprendre le pourquoi, en fait, pourquoi l'entreprise elle souhaite soutenir l'association et d'avoir ce lien très régulier. Voilà, donc c'est un travail assez relationnel en fait et qui nécessite d'être aussi à l'écoute du marché, du secteur d'activité, des besoins de ces parties prenantes. Voilà, c'est quand même beaucoup de veille et de relations commerciales aussi dans le quotidien sur la fidélisation. Voilà, et de s'intéresser évidemment aux enjeux de l'entreprise puisque ça peut évoluer dans le temps. Oui, juste pour dire aussi, parce que il y a l'identification de prospects et puis après, il y a les personnes clés. Et c'est quand même important. Il faut savoir que la plupart du temps, quand vous allez rencontrer, quand on rencontre des interlocuteurs et des interlocutrices, les portes d'entrée, elles peuvent être diverses. Ça peut être une fondation, on le disait tout à l'heure, ça peut être la direction RSE, ça peut être aussi la direction marketing parce qu'on se dit, ah bah tiens, ça peut être intéressant. Le marketing, souvent, c'est eux qui ont le plus d'argent en budget créa et autres. Ils sont généralement placés au-dessus de la communication dans une entreprise. Et comment on fait une prise de contact. Donc, pour revenir rapidement là-dessus, quand on va rencontrer un interlocuteur, une interlocutrice d'une fondation, souvent, ça va être des gens qui ont peut-être fait la même chose que nous avant, ou en tout cas qui ont une sensibilité assez forte. Donc, eux, ils ont en tête ce que veut défendre la fondation, mais ils ont aussi une appétence certaine pour les porteurs de projets. Ils vont souvent recevoir ça avec quand même un certain engouement. Ça peut être aussi ça dans les équipes RSE. Alors, il y a plusieurs cas de figure, hein. Soit le projet ne colle pas, soit il peut coller. Mais il faut toujours se dire que ces personnes-là, en fait, elles vont être nos ambassadrices si jamais elles ont envie de porter notre projet. Mais elles ne sont pas les décideuses, en tout cas la plupart du temps. Donc, comment on peut voir les décideurs ou comment on peut donner l'information la plus percutante possible et adaptée. Donc, c'est la création de supports d'offres, hein, notamment, pour que les décideurs et décideuses qui vont statuer sur l'obtention d'un financement vont pouvoir le donner. Est-ce qu'eux ont compris ce qu'on souhaite faire? Est-ce qu'on est dans notre langage ou voilà, à force de, par exemple, travailler avec des bailleurs internationaux, qui ont des équipes qui peuvent être dédiées ou avec parfois des fondations américaines. Je peux vous prendre un exemple, hein, mais il y a des fondations américaines, notamment où votre interlocutrice, une chargée de mission de la fondation, a pu être pendant 10 ans auparavant directrice d'un planning familial.
Donc, elle a un niveau de connaissance qui va être forcément très fort et bien plus élevé que le mien sur des projets de santé sexuelle et reproductive. Donc, bien s'adapter à la personne qu'on va rencontrer, à ce que la création de support, là, si c'est avec elle, on peut rentrer sur des termes techniques comme on a l'habitude de le faire avec certains bailleurs internationaux. Si on va avoir une entreprise qui est loin de ces sujets, il va falloir les adapter. Et puis, il y a plein de manières d'organiser des rencontres, une demande de rendez-vous, répondre à un appel à projet aussi. Souvent, c'est un peu le premier biais, enfin la première manière de pouvoir approcher une fondation. On a la chance, je pense, de travailler dans des structures où aujourd'hui, on peut avoir, en tout cas en France, un taux de retour assez important si on sollicite une fondation pour la rencontrer. Quand on est dans une plus petite association, ce n'est pas toujours garanti parce que, tu le disais tout à l'heure, Marie-France, les fondations sont souvent aussi débordées par des demandes. Et donc, une manière de les rencontrer, c'est aussi de soumettre un appel à projet. Souvent, on ne va pas forcément obtenir les fonds du premier coup, notamment quand on est dans une petite structure, mais ça donne le droit. On a montré son intérêt, on a répondu à un appel d'offres, un appel à projet concurrentiel, et c'est aussi un moyen de pouvoir les rencontrer après. Et puis enfin, dans la stratégie, toujours, la prise en compte du délai d'obtention d'un financement. Nous, il faut compter minimum, et c'est encore très rare, 6 mois. Sinon, c'est plutôt entre 12 et 18 mois pour faire une petite timeline. Si jamais on identifie un prospect qui fonctionne, par exemple, par appel à projet, on va peut-être l'identifier. Là, on est au mois de juin. Il y a peut-être un appel à projet. On a raté. En fait, il y en avait un en mai. Le prochain, il est en janvier. Ils mettent 6 mois pour délibérer. On pourra avoir une réponse en juillet 2023. Donc, d'où l'importance de développer sa stratégie en amont. J'ai beaucoup parlé. Je te laisse faire la prochaine. Oui, non, mais du coup, en fait, effectivement, même sur cette slide-là où il y a la création d'offres et de supports, c'est hyper important aussi comme activité dans sa stratégie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a, en fait, quel est l'objectif, en fait, qu'est-ce qu'on cherche, quel est le volume financier qu'on cherche pour adapter, en fait, sa recherche de fonds aussi en fonction. Si on cherche 5 millions ou si on cherche 100 000 euros, ça ne sera pas du tout la même stratégie, en fait, de recherche de fonds. Et du coup, quelles sont les offres qu'on veut proposer? Est-ce qu'on est dans des offres spécifiques déjà un peu marketées, si je peux utiliser ce terme, qui permet d'aller plus vite aussi pour se comprendre avec l'entreprise parce que c'est la manière dont il fonctionne. Donc, ça permet d'avoir un langage un peu plus commun. Au-delà de ceux qui sont très fondations et qui connaissent parfois très très bien effectivement nos thématiques, comme tu l'as dit Théodore. Donc des fois on va plus vite sur des étapes et puis parfois il faut passer beaucoup plus de temps. Donc maintenant effectivement les questions à se poser avant de rechercher un partenaire, voilà, c'est évidemment de savoir quels sont les besoins. On part toujours des besoins, ils sont très différents d'une association, d'une ONG à l'autre. Donc voilà, qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on cherche un volume financier? Est-ce qu'on cherche à cofinancer, à répondre à un cofinancement par rapport à un bailleur, donc dans un délai précis. Et donc, du coup, il faut prendre en compte ce que vient de dire Théodore par rapport au délai de réception des fonds et à quel moment on est sûr, nous, de les avoir. Est-ce qu'on est dans des recherches de compétences, en fait? On a besoin de compétences pour notre projet. Est-ce qu'on a besoin d'expertise, en fait, de l'entreprise, une expertise logistique, une expertise en WASH? Enfin, voilà, quels sont les besoins, de le structurer, de les avoir clairement en tête, de manière à ce que la discussion avec l'entreprise aille vite, parce qu'on est toujours dans une adaptation permanente. En fait, moi, je m'adapte toujours en tous les cas aux échanges avec l'entreprise et en fonction de là où elle a envie d'aller, je regarde si moi, j'ai des propositions et des offres qui correspondent à ça dans mes besoins de l'association pour m'adapter, pour m'ajuster en permanence. Voilà. S'il n'y en a pas, c'est qu'on ne fera pas de partenariat ensemble et ce n'est pas très grave, ça répondra aux besoins d'une autre association. Mais en tous les cas, c'est hyper important d'être très clair sur nos besoins. Et pas de forcer, enfin moi je considère qu'il ne faut pas forcer une relation si elle ne doit pas se faire. Sinon, c'est un peu le début où ça va être compliqué après, généralement, c'est plus douloureux ensuite. Alors, concernant l'éthique, on peut le faire effectivement à deux voix, Théodore, parce que c'est vrai que d'une ONG à l'autre, l'éthique et l'appréciation et l'évaluation de l'éthique peut être assez différente. En tous les cas, les lignes peuvent bouger, les secteurs d'activité acceptés ou tolérés peuvent bouger. Ça, c'est évidemment important parce que ce sont des enjeux aussi internes et externes. Bien sûr, externes de communication et de controverse possible, de cohérence, c'est-à-dire si je suis financée
financé par des acteurs de l'industrie de l'armement, par exemple, alors que je lutte contre ce secteur pour différentes raisons ou par rapport aux conséquences qu'il peut y avoir dans un secteur d'activité, c'est sûr qu'il va pas y avoir, on va pas très bien comprendre en fait comment l'ONG, pourquoi elle est financée par ces acteurs. Il peut y avoir un problème aussi d'indépendance. Voilà, donc c'est important d'avoir des lignes rouges, des repères aussi, de manière à ne pas aller solliciter, voir des entreprises avec lesquelles on sait qu'on ne va pas pouvoir travailler, parce que si on passe 6 mois ou 1 an à négocier pour qu'en fait ça ne se passe pas, c'est vrai que c'est assez déceptif pour tout le monde. Théodore, je ne sais pas toi ce que tu... Non, tout à fait. Donc, je sais que vous menez aussi des recherches plus ou moins approfondies en fonction des partenariats, des secteurs aussi. Est-ce qu'ils sont sensibles, est-ce qu'ils sont rouges? Nous, effectivement, on a, en même temps, c'est plus rigolo pour moi. On a un vrai petit challenge parce que beaucoup de secteurs qui sont très philanthropes, parce que aussi, enfin, de manière historique, mais aussi parce qu'il y a une image un peu à redorer, parce qu'il peut y avoir de la controverse. Bon, bien sûr, des secteurs armement, tabac, alcool, etc., sont bannis. Il y en a d'autres encore, bien sûr. Et il y a des secteurs gris. C'est important, je pense, en tout cas, dans chaque structure, de pouvoir se poser la question et essayer de s'outiller. Alors, on peut faire appel à des entreprises externes, ça a un coût. On peut mettre en place un processus. Ce qui est sûr, c'est que ça prend du temps et qu'il faut voir quand est-ce qu'on le fait. Parce que si on commence à le faire au tout début, avant de prendre contact, c'est super, mais à force, si on n'a pas une grande équipe, on va peut-être contacter personne, parce que le temps de faire tout ça, si on n'a que des no-go, après, ça ne va pas aller. Donc voilà, il y a tout un tas de questions à se poser après, de quand est-ce qu'on le fait, à quelle période, est-ce qu'on le fait à chaque nouveau contrat, est-ce que quand on fait une recherche sur l'éthique sur un secteur, une entreprise, elle est valable pour une durée d'1 an, de 2 ans, de 3 ans, 5 ans. Voilà, il y a tout un tas de questions à se poser. Mais je pense qu'avant tout, il faut se questionner et ensuite accepter ses choix. Et puis après, il y a toujours l'outil de la convention. Donc, en général, des financements comme cela, ce dont on parle, soit c'est une entreprise ou une fondation qui va décider de nous faire un don. Dans ces cas-là, en général, elle peut le faire directement, sans forcément s'adresser à nous pour nous poser des questions. Et puis, sinon, ça va être un don qui va faire l'objet d'une convention. Et donc, la convention, elle peut aussi être un moyen. Souvent, elle est vue comme un moyen de se protéger aussi de la part de l'entreprise ou du mécène vis-à-vis de l'association, du projet, de son bon déroulé. Ça peut aussi être un moyen pour l'association de se protéger aussi de controverses qui pourraient arriver de la part du mécène. Alors, ouais, effectivement, le partenariat télééquilibré, pour moi, c'est une question extrêmement importante dans la relation partenariale. Alors, souvent, on entend le gagnant-gagnant. Moi, je n'aime pas trop cette formule. En fait, c'est équilibré, c'est est-ce que l'attente des deux parties est remplie? Est-ce que ce que moi, en tant qu'entreprise ou fondation, j'attends, et on y a répondu dans le partenariat, et est-ce que moi, en tant que porteur de projet, association, ça répond à mes besoins, ça répond aussi à ce que j'attends dans cette relation partenariale. Donc ça, c'est vraiment important, et du coup, ça veut dire qu'on a en tête ces repères aussi. En fait, quelles sont les conditions du partenariat, puisque le chiffre, le moyen, le don qui peut être fait dans le cadre du mécénat, ce n'est pas une fin en soi. En fait, un don, ok, c'est un chiffre, mais du coup, quelles sont les conditions du partenariat? Si c'est un partenariat très lourd et compliqué, avec beaucoup de temps d'accompagnement, de reporting, s'il faut faire de la communication toutes les semaines, que ça demande un temps RH démesuré, très vite, on peut retrouver que le don est très relatif parce qu'il faut évidemment prendre en compte tout ça. Et ce n'est pas forcément des choses qu'on regarde spontanément, et on regarde souvent le chiffre en fait, par rapport à des besoins. Mais du coup, quand vient en fait, le temps de la mise en place du partenariat, bout à bout, on s'aperçoit que ça peut prendre beaucoup de temps, qu'il y a beaucoup d'attentes parfois de communication de l'entreprise.
Alors, dans le cadre du mécénat, c'est encadré en France et voilà, normalement, c'est un don sans contrepartie directe, le mécénat. Donc, il y a toujours un peu de communication, mais ça doit rester très mesuré. Si, en fait, chaque semaine ou chaque mois, on découvre qu'il y a des attentes d'outils de communication, de vidéos, d'intervention, etc., est-ce que c'est à la hauteur des besoins et des objectifs identifiés dans la stratégie? Voilà, donc si la stratégie est claire, les moyens et les besoins sont clairs, ça permet très vite de dire, voilà, moi je suis à l'aise avec ce partenariat, je considère que ça répond bien aux besoins et que ce n'est pas démesurer les contreparties qui sont demandées. Voilà, parce que souvent l'entreprise, elle n'a pas du tout ces mêmes repères et qu'elle peut sursolliciter, ce qui n'est pas forcément des fois exprimé dès le début. Oui, tout à fait. Je plus sois et je pense que c'est important. Peut-être que, parce que nous, à force, on a, on a parfois l'habitude de faire ça, mais c'est vrai que quand j'en discute et puis quand je reviens un peu en arrière, quand j'avais pas l'habitude de faire ça, il y avait aussi cette question de ah mais en fait on va demander de l'argent. Et je pense que c'est important en fait de se dire qu'on va plutôt proposer. On propose quelque chose. Alors forcément, ça nous met de temps en temps dans des situations qui sont un peu complexes, parce que c'est vrai que quand ça fait quelques années qu'on est comme ça dans la sollicitation, après on répond aussi à des sollicitations qui peuvent venir c'est vraiment quelque chose de super quand les gens viennent vers nous. Mais à chaque fois, on est dans une proposition. On va proposer à une entreprise d'agir. Et donc, en échange, effectivement, on doit aussi, il y a une question de redevabilité qui est importante, mais c'est vrai que la recherche de l'équilibre, un point que tu voulais ajouter à juste titre, fait tout son sens dans les partenariats. Parfait. Et du coup, je vous propose qu'on enchaîne avec la dernière partie, du coup. Dernière partie qui s'appelle un métier intéressant. Cette formule On est ensemble qui est de toi, Théodore, et du coup, je te laisse tout de suite. Ah oui, on est ensemble. Ça, c'était suite à mon retour de Côte d'Ivoire. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un d'Abidjan. Donc, je suis parti à Abidjan au mois de décembre, novembre, sur la période de novembre-décembre, une semaine, pour justement essayer de voir un peu les partenariats privés, où ça en était, les possibilités qu'il y avait dans ce beau pays. Et toute l'équipe me disait tout le temps, on est ensemble. Donc, je trouvais ça intéressant et puis de montrer effectivement, comme tu le disais, Marie-France, on est ensemble, entreprises, associations et puis aussi gouvernement, État pour notamment, par exemple, atteindre les ODD, réduire la pauvreté, plus de justice sociale. Et donc, oui, travailler dans les partenariats privés, effectivement, comme on disait là juste avant, c'est de donner des marges de manœuvre pour les équipes, c'est donner aussi des possibilités pour les usagers, les usagères des programmes, les bénéficiaires. Et puis pour le partenaire mécène ou partenaire technique, quand mécénat de compétences, par exemple, c'est aussi la possibilité d'agir avec nous, à travers nous, sur une cause qui lui est chère. Et donc, ça permet aussi pour une entreprise de prendre part, soit d'agir directement sur une cause qui est liée à l'entreprise, soit aussi de pouvoir aller vers autre chose. C'est un moyen d'affirmer son image si elle le souhaite en externe, si elle souhaite le communiquer. Il y a des fondations ou des entreprises qui ne souhaitent pas communiquer sur des dons qui peuvent être notamment très importants. En général, ils le font quand même en interne. Donc, ça peut aussi motiver, fédérer les collaborateurs, les collaboratrices. Ça peut permettre à une entreprise aussi de se démarquer par rapport à sa concurrence. Une entreprise qui agit aujourd'hui, pour les recruteurs, des fois, c'est plus facile de recruter des jeunes talents quand le groupe est investi sur des causes et qu'il le fait de manière franche. Donc, c'est aussi quelque chose d'important pour l'entreprise. Et nous, ça nous permet finalement de donner les marges de manœuvre nécessaires aux équipes pour qu'elles puissent faire des projets de qualité, qu'elles puissent soit les démarrer, soit les prolonger. Je ne sais pas si tu veux ajouter
Non, c'est une belle formule, on est ensemble, effectivement. Enfin, moi, c'est un peu ma vision des partenariats. Je ne considère pas en fait qu'on est l'un en face de l'autre aussi avec les partenaires et les entreprises. Je pense qu'on les a uns à côté des autres. Je l'espère le plus possible dans la main. Alors, chacun doit défendre évidemment, bien sûr, ses intérêts, ses objectifs et surtout les équipes terrain parce que finalement, c'est à quoi on répond avec les partenariats privés. Donc, ça dépend la part du privé dans l'ONG. C'est vrai que parfois, il y a beaucoup de bailleurs institutionnels en financement, parfois un peu moins. Donc, c'est vrai que s'il y a 50% de financement privé dans l'association, c'est important de l'avoir en tête. S'il y a 5%, ce n'est pas du tout la même chose. En fait, en tous les cas, ça ne permet pas les mêmes choses. Par contre, c'est hyper important pour le cofinancement, parce que tout n'est pas financé à 100% par les bailleurs, bien sûr, mais aussi parfois pour l'innovation, pour lancer des projets qui sont sous-financés ou jamais financés et qui pourtant sont des réponses extrêmement importantes et utiles pour les activités. Donc, je pense que la place et le rôle de l'entreprise, c'est important d'en faire prendre conscience et se dire que vous allez jouer un rôle important qui est celui-là. Et voilà la place que vous allez prendre dans nos activités. Donc, c'est ça qui me paraît important, de se dire que vous êtes à côté, et à côté parce qu'il n'y a pas de... Ils ont des expertises sur leur secteur. Les ONG, elles ont des expertises et des fortes expertises dans leur activité. Donc, en fait, c'est vraiment la rencontre des expertises qui fait qu'on peut faire vraiment des choses assez extraordinaires et ça peut donner de très belles choses. Ouais. Alors ça, c'est une slide peut-être qui est en lien aussi peut-être avec le marché du mécénat. Oui. Bon, en tout cas, on l'a vu tout à l'heure, le gros, quand on veut développer sa stratégie et le gros du métier, en fait, il est divisé entre des activités de prospection et puis de la fidélisation. Donc, au final, alors je ne sais pas si là, tout de suite, je vais m'appuyer sur le graphique qui était proposé, mais il y a plusieurs qualités qui sont attendues dans ce métier. Je pense à la ténacité, à la rigueur, à l'ouverture, au dynamisme. Alors, ce qui est chouette dans ce métier, c'est qu'on n'est pas, en général, on n'est pas là pour parler des problèmes, ou alors on en parle quand c'est vraiment grave, mais on est plutôt là pour parler de tous les bons côtés aussi des programmes, de l'association. C'est quelque chose qui est quand même un petit luxe. Faut être patient, hein, on l'a vu, c'est long de pouvoir obtenir entre le moment où on se dit qu'on va aller chercher des financements et le moment où on peut les avoir. Ça demande du temps. Comme le disait Marie-France sur la création d'offres, il faut être créatif. L'anglais, c'est un vrai plus parce qu'on l'a vu, le marché français, il est encore aujourd'hui, enfin, ça dépend où on cherche. Hein. Si on cherche pour des projets en France, c'est très bien, mais là, on le voit sur cette slide aussi. Les financements pour le niveau international, c'est 11% du mécénat en France. Donc, l'anglais est un vrai plus pour pouvoir aller chercher des fondations internationales en dehors de France. Et puis, une appétence pour les rencontres. Je pense qu'il y a... Enfin, moi, là, par exemple, je recrutais dernièrement et je trouve ça formidable de pouvoir faire des visioconférences, de pouvoir faire des Zooms. Mais je pense qu'il se passe beaucoup de choses qui ne se passent pas dans une visio versus un rendez-vous physique. Faut toujours se rappeler qu'on est en face d'humains. Hein, donc, et puis en plus, on est ensemble. Donc, le contact, pour moi, il est primordial. Il faut quand même si c'est très pratique de faire des visioconférences, pouvoir rencontrer par moment ses partenaires, d'avoir des espaces de rencontre, de créer des occasions. Ça peut être... tiens, on sait qu'il y a plusieurs partenaires ou prospects qui sont intéressés par cette thématique et tout. Donc, le goût de la rencontre, pour moi, c'est aussi quelque chose d'important sur le métier en tant que tel. Et je ne sais pas si tu veux compléter, Marie-France, mais aussi vous redire qu'avec Marie-France, on a des parcours qui sont finalement très différents pour être dans des métiers maintenant qui sont assez similaires. Donc, c'est assez ouvert pour y venir. Donc, voilà, n'hésitez pas.
si ça vous intéresse. C'est quand même un métier sympa. C'est un métier plein d'avenir aussi parce que je pense qu'il y a tellement de choses à inventer. Enfin, moi, c'est un peu la réflexion que je me fais souvent avec l'équipe, c'est qu'on a tout à inventer, on a tout à construire. Même si ça fait longtemps, en fait, enfin, le mécénat, c'est depuis 2003 la loi, mais en tous les cas, ça existe évidemment la philanthropie et le soutien du privé depuis longtemps. La professionnalisation s'est faite au fur et à mesure des années, avec évidemment des attentes, du reporting, des exigences, comprendre en fait ce qu'attend l'entreprise. Donc effectivement, il y a besoin de les formats hybrides. Enfin, je trouve que quand une personne dit, enfin mon entretien, je trouve ça toujours touchant et intéressant quand une personne dit j'ai un parcours atypique. Moi, ça m'intéresse un parcours atypique, justement. Faut pas s'en excuser. Au contraire, je trouve que ce qui fait la richesse d'une personne, c'est la variété de ses expériences et de ce qu'elle a pu faire dans le passé. Et comme on a besoin de faire rencontrer des mondes qui ne se parlaient pas beaucoup, qui ne se comprennent pas très bien, plus on va avoir effectivement ce parcours hybride, plus on va être en capacité de comprendre et d'être un peu caméléon, justement, pour comprendre des situations qui sont nouvelles. On a tant de choses à inventer, on a tant de choses à revoir. On le sait bien, les entreprises le savent, que les modèles économiques sur lesquels elles sont depuis des années ne fonctionnent plus. Il faut tout revoir. Et je pense qu'elles sont les premières à être inquiètes, justement, de leur avenir, même celles qui existent depuis plus de 100 ans, parce que tout bouge. Voilà, les jeunes ne veulent plus travailler pour les grosses entreprises, ils veulent travailler pour d'autres structures. Ils ont envie de s'engager dans l'économie sociale et solidaire. Ils ont envie de soutenir des acteurs associatifs qui défendent le droit des femmes, des enfants, qui luttent contre la précarité, le changement climatique. Donc, je pense que le monde de demain, il se joue surtout là et qu'il faut profiter des expériences de chacun. Donc voilà, on a besoin évidemment de personnes qui arrivent à créer ce lien, cette rencontre de manière efficace, parce qu'il faut aussi considérer qu'il y a tellement de choses à faire qu'on ne peut pas tout faire. En fait, on a aussi conscience qu'on ne peut pas tout faire. Donc, il faut faire des choix. Ce n'est pas toujours facile de faire des choix, mais se dire, OK, je me concentre sur tel partenariat et pas celui-là pour différentes raisons. Donc, je crois qu'il y a du potentiel, évidemment, beaucoup d'avenir dans ce métier. Oui, tout à fait. Et puis, terminer pour se rappeler que quand on regarde notamment les études qui sortent, on s'aperçoit qu'il y a aussi finalement toujours plus d'argent. Donc, voilà, il faut se rappeler, il y a des fonds, il faut aller les chercher. Et puis, il y a aussi des fois un côté plaidoyer qui peut se faire. Alors, peut-être à travers des collectifs et autres, mais je pense que c'est important de faire en sorte de soutenir aussi les entreprises qui s'engagent et puis de pousser celles qui peuvent faire plus ou qui ne le font pas à le faire parce que c'est vraiment ensemble qu'on y arrivera à avoir un monde un peu plus juste, voire même beaucoup plus juste. Je suis sûr qu'on peut le faire si on arrive à fédérer autour des projets. Eh bien, merci. C'est du coup sur ces derniers mots que l'on va conclure la première partie de cette présentation. Donc, je tiens encore une fois à remercier tous les intervenants, donc Océane, Marie-France, Iris et Théodore pour cette première partie. Je vais donc dès à présent arrêter l'enregistrement de la séance ainsi que l'arrêter France, Iris et Théodore pour cette première partie. Je vais donc dès à présent arrêter